Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechMag, votre émission consacrée aux technologies. Plusieurs sujets sont au menu de nos échanges aujourd'hui, mais pour commencer, nous allons faire le tour de l'actualité technologique avec la start-up nigériane OperaPay, plus connue sous le nom Opay, qui a réalisé une importante levée de fonds le 9 juillet. L'importante manne financière acquise grâce à ce tour de table permettra à la jeune pousse de se développer au Nigeria et au-delà. Nous vous donnons plus de détails, suivez. Opay, une jeune entreprise de paiement mobile axée sur l'Afrique, fondée par la société norvégienne Opera, a recueilli 50 millions de dollars de financement, soit un peu plus de 29 milliards en francs CFA. Cette collecte de fonds est une aubaine pour la start-up qui entend utiliser ses ressources pour renforcer sa position au Nigeria et étendre ses activités à d'autres marchés africains. Lancée en août 2018, la jeune pousse a développé une plateforme reposant sur la technologie mobile money qui permet d'effectuer des paiements, des transferts d'argent ou encore de commander une livraison de nourriture. Elle propose également d'autres services comme le paiement des chaînes câblées, des factures d'électricité et des courses de motocycles depuis une application Android. En moins d'un an d'existence, Opay a réussi à séduire plus de 40 000 utilisateurs qui lui ont permis d'enregistrer un volume de transactions d'environ 3 milliards de francs CFA au cours de ces 10 derniers mois. Ces chiffres démontrent l'intérêt et le poids grandissant du mobile banking qui s'avère être un excellent moyen de favoriser l'inclusion financière en Afrique, où plus de 60% de personnes n'ont toujours pas accès aux services bancaires. L'entreprise américaine Google a mis en ligne en 2016 un mystérieux projet sur la plateforme de développement GitHub. Nommé Fuchsia, il s'agit d'un système d'exploitation open source qui pourra être utilisé sur plusieurs types d'équipements, mais essentiellement des objets connectés. À l'heure actuelle, on en sait très peu sur cet OS, mais la firme de Mountain View dévoile progressivement des détails le concernant. Lors de la dernière conférence des développeurs Google I/O, la firme américaine a apporté quelques précisions sur son projet de système d'exploitation développé au vu de tous. Malgré que ce projet semble avancer à compte-gouttes depuis 3 ans, de nouveaux détails fournis par Google nous donnent un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre. En mai dernier, Hiroshi Lockheimer, responsable d'Android et de Chrome, a fait savoir que Fuchsia est un investissement que Google fait pour tenter de moderniser les systèmes d'exploitation et tester de nouveaux concepts. Contrairement à ce que nombreux pensaient, Fuchsia ne remplacera pas Android. Fuchsia a plutôt l'ambition d'être un OS englobant absolument tous les appareils, en partant des gadgets pour les maisons intelligentes aux smartphones, en passant par les ordinateurs. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose, sinon que ce système supportera les applications Android et qu'il utilisera le kernel Zircon créé par Google en lieu et place du kernel Linux que Android et Chrome utilisent. Le 7 juillet, Google a lancé le site fuchsia.dev, portail de documentation qui a pour vocation d'aider les développeurs à mieux appréhender le système d'exploitation open source qui pourrait être lancé d'ici 3 à 5 ans. De l'avis de certains observateurs, Fuchsia ne serait qu'un projet fou de Google qui veut jouer les troubles faits sur un terrain déjà bien occupé par Microsoft avec Windows, Apple avec Mac OS, ou encore Google lui-même avec Android et Android Wear. Mais Google ne l'entend pas de cette oreille. Le mastodonte américain estime qu'il y a beaucoup de place pour de multiples systèmes d'exploitation avec des forces et des spécialisations différentes. Déjà omniprésentes sur la toile, les fake news sont en passe de devenir de plus en plus difficiles à repérer. En plus des faux articles et des photos sorties de leur contexte, il faudra désormais compter sur les deepfakes, les vidéos truquées. Comment ça marche? La réponse, c'est tout de suite. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. Vous avez cru voir et entendre Barack Obama. Vous êtes tombé dans le panneau. La vidéo est fausse. C'est ce qu'on appelle un deepfake, un terme qui désigne aussi bien le contenu que les technologies utilisées pour créer ce type de vidéo.
Le deepfake est un anglicisme qui désigne les vidéos ou tout autre contenu visuel truqué avec l'aide de l'intelligence artificielle. En effet, grâce à l'intelligence artificielle, il est désormais possible de modifier la vidéo d'une personne qui parle pour lui faire dire tout autre chose avec un réalisme aussi bluffant qu'effrayant. Depuis plusieurs mois, les deepfakes pilulent sur Internet en raison du fait qu'ils deviennent de plus en plus faciles à créer avec des logiciels dont la manipulation ne requiert pas de compétences techniques avancées. Plus récemment, il est même devenu possible de générer un deepfake simplement à partir d'un nombre important des photos du visage d'une personne. Aussi, des ingénieurs de Stanford ont créé un algorithme capable de créer des vidéos deepfake simplement en saisissant du texte. À l'heure actuelle, il se pose sérieusement la question de savoir si ces deepfakes pourront s'avérer utiles et bienveillants. En attendant des vraies réponses, plusieurs célébrités en ont fait les frais comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qu'on a pu voir dans une vidéo où il indique qu'il contrôle nos données et peut voir notre futur. Aujourd'hui, la majorité des deepfakes sont des vidéos de démonstration. Mais à terme, ils pourraient servir à véhiculer de faux messages politiques ou bien à faire du chantage. Manipulation, désinformation, humiliation, diffamation. Les dangers liés au deepfake sont multiples. Prenez garde à vous. Le mot deepfake est une contraction entre deep learning et fake. Ces contenus fallacieux sont profondément rendus crédibles grâce à l'intelligence artificielle. Rachid est avec nous sur ce plateau. Rachid, bonjour. Bonjour Estime. Et Rachid, ça tombe bien que tu sois là parce que tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ok, question très intéressante. Depuis quelque temps, ces deux mots défraient la chronique, à savoir intelligence artificielle. On entend parler un peu partout. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une science dont l'objectif est de résoudre des problèmes techniques et algorithmiques. Plus précisément, le but de cette science-là, c'est de mettre en place des dispositifs qui imitent ou remplacent l'être humain. Alors, remplacer l'être humain, c'est vrai que c'est un mot bien délicat, mais on va y revenir un peu plus tard. Alors, je vais dire qu'il existe déjà des exemples d'intelligence artificielle au quotidien. Pour les amateurs de jeux vidéo, des jeux vidéo que nous sommes, ou que je suis particulièrement, il existe par exemple dans un jeu vidéo des personnages non jouables. Ça veut dire que des personnages que tu vois qui font des actions qui ont été déjà prédéfinies au préalable, et tu as l'impression que ces personnages, en fait, c'est pas toi, c'est d'autres personnages qui sont dans le jeu vidéo. Sur Google Translate, par exemple, quand on fait une traduction, il existe des suggestions. Et ces suggestions-là sont le fruit d'une forme d'intelligence artificielle. Sur Facebook, par exemple, par rapport à la zone ou au pays dans lequel on se trouve, on a des suggestions qui sont géolocalisées. Ça veut dire que c'est une forme d'intelligence qui a été mise, qui a été encodée pour permettre aux gens de recevoir des publicités ciblées. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que cette intelligence artificielle s'appuie sur des données déjà collectées en amont pour pouvoir proposer des résultats en fonction d'une requête bien précise. Maintenant, si on part dans cette logique, j'aimerais savoir, Rachid, comment cette intelligence artificielle fait pour faire fonctionner les deepfakes, par exemple? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un peu de genèse et on va repartir à l'origine de l'intelligence artificielle, ou ce qu'on considère comme l'origine des intelligences artificielles. D'accord. On va retourner dans les années 50, donc précisément en 1950, avec l'un des pères de l'informatique, Alan Turing, qui a mis en place la première machine d'intelligence artificielle. Le but de cette machine était de répondre à une question existentielle. La question était de savoir est-ce qu'une machine était à même de penser. Alors, il avait mis en place un ensemble de tests qui permettrait de faire des comparaisons pour savoir si la machine pouvait remplacer l'être humain, si la machine était à même de se rapprocher de l'être humain. Parce qu'on dit que les machines font beaucoup de choses. Elles font des calculs de hauteur exponentielle avec des grands chiffres. Mais est-ce que ça veut dire que les machines remplacent l'être humain? Et jusqu'à présent, on considère qu'il n'existe pas encore d'intelligence artificielle à même de pouvoir remplacer l'être humain. Mais malgré tout, après 1950, on n'avait pas toujours la science exacte en matière d'intelligence artificielle. On a dû attendre plusieurs années après. Et l'une des grandes expériences qui a boosté le secteur de l'intelligence artificielle, c'est la mise en place d'une compétition d'échecs entre Garry Kasparov et Deep Blue, qui était l'intelligence artificielle conçue par IBM en 1997. Et à la sortie de cette compétition entre une machine et un expert renommé mondial en échecs, on commençait à considérer qu'il est possible qu'une intelligence artificielle puisse renverser la vapeur, puisse changer le cours des choses. Mais là encore, on n'est pas encore arrivé à l'étape où nous en sommes à présent. Parce qu'il existe en fait deux types d'approches en matière d'intelligence artificielle. Oui. La première approche vise à faire de l'accompagnement ou de l'apprentissage. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, dans le cas par exemple de la partie d'échecs entre Garry Kasparov et l'intelligence artificielle enregistre un nombre de parties de données d'échecs et tout ce qu'il fait en fait,
c'est faire appel aux différents jeux d'échecs ou aux différentes parties jouées par des grands maîtres d'échecs pour pouvoir battre le champion. Mais il existe un autre type d'intelligence artificielle qui se rapproche justement à la solution ou à la réponse à la question sur le deepfake, qui vise au fait d'avoir une base de données de solutions qui existent déjà au préalable. Et ce qu'il fait, c'est qu'il pioche chaque fois qu'il a besoin de faire une comparaison. Ça, c'est l'intelligence artificielle, mais avec des algorithmes un peu plus renforcés. Alors, pour répondre à ta question sur le deepfake étant justement des vidéos altérées ou modifiées grâce à l'intelligence artificielle, ils utilisent ce qu'on appelle des algorithmes. Il existe spécifiquement un algorithme de régénération qui fait une comparaison entre des données qu'ils ont déjà et des données qu'ils n'ont pas encore. L'objectif étant de construire ou de mettre en place une vidéo fake ou une vidéo comme telle, le principe est de se rapprocher un peu plus de la réalité. Oui. Voilà un peu comment les deepfakes sont mis en place. Alors Rachil, aujourd'hui il y a plein de vidéos de deepfakes sur Internet. La majorité d'entre elles sont vraiment réalistes. C'est aussi dû au fait que, contrairement par exemple à l'industrie du cinéma, aujourd'hui il est facile, on va dire ça ainsi, de concevoir un deepfake depuis son ordinateur chez soi à la maison. Donc ça veut dire qu'à terme, il y en aura encore plus. Comment alors pourrons-nous faire pour débusquer justement ces vidéos truquées? Ok, très intéressant. Alors il se pose une très grande question actuellement avec les fake news et justement les fake vidéos maintenant qu'on appelle deepfake, c'est pouvoir délier le vrai du faux. C'est vrai que on va dire que ça commence à devenir très embêtant parce que ces vidéos servent parfois de propagande politique ou ont parfois tendance à nuire l'image de certaines stars d'Hollywood, par exemple, spécifiquement. Mais il existe, de la même manière qu'il existe un algorithme pour pouvoir mettre en place une vidéo deepfake, il existe en informatique une science qui s'appelle de la rétro-ingénierie. Le but de la rétro-ingénierie, en fait, c'est de faire l'opération inverse qui a été faite par rapport au processus. Ça veut dire que si on a fait des combinaisons d'algorithmes pour pouvoir arriver à un résultat de deepfake, on peut faire l'opération inverse pour pouvoir vérifier si la vidéo qu'on a est vraie ou pas. Mais ça, c'est une science et ce sont des techniques qui sont très loin, qui ne sont pas à la portée de tous les utilisateurs. Alors, pour tous les utilisateurs, il existe des exemples tout simples. Par exemple, avec les photos, on peut aujourd'hui savoir si la photo a été montée ou modifiée en utilisant les métadonnées. Grâce aux métadonnées, sur n'importe quel ordinateur, tu peux vérifier si la photo a été modifiée et par quel logiciel ça a été utilisé. Et lorsque la photo a été modifiée, on sait tous qu'aujourd'hui on utilise un terme qui veut dire photoshopper ou modifier. Alors à l'image de l'intelligence humaine, j'imagine que l'intelligence artificielle est capable du meilleur comme du pire. On va se pencher cette fois-ci, j'allais dire, sur le meilleur. Rachil, quelles sont les innovations majeures conçues grâce à l'intelligence artificielle? C'est vrai qu'au début de cette discussion, la définition que j'ai donnée d'intelligence artificielle pourrait porter à confusion lorsque j'ai dit que l'intelligence artificielle avait pour objectif justement d'imiter l'être humain. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain a un principe, c'est que quelque chose qui nous différencie de l'intelligence artificielle, c'est la créativité. Parce que toutes les choses qui ont été faites en matière d'intelligence artificielle sont programmées au préalable. Alors, dans le secteur d'intelligence artificielle, où ce domaine d'intelligence artificielle ne se limite pas qu'à l'informatique, il est très vaste, il peut être appliqué dans tous les secteurs. Il existe déjà plusieurs cas d'application d'intelligence artificielle de nos jours. On voit par exemple les voitures autonomes de Google, des voitures qui se conduisent toutes seules, parce qu'il existe justement une programmation qui a été faite au préalable. Il existe plusieurs et pléthore de cas d'usage d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas qu'un ennemi, ça peut également être un ami. Alors, en Afrique, par exemple, où nous adoptons assez facilement les technologies émergentes, quels sont les domaines dans lesquels l'IA peut être profitable? Dans tous les secteurs. Spécifiquement, je vais parler d'un problème criard qu'on a tendance à rencontrer chez nous ici au Congo particulièrement. Il existe par exemple des problèmes de diagnostic. On est obligé d'aller dans un autre pays pour faire des diagnostics de certaines maladies. Mais aujourd'hui, on peut faire des diagnostics médicaux grâce à la mise en place de bonnes intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on peut par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour faire la détection de fraude, ce qui parfois à l'œil nu n'est pas possible et peut-être est beaucoup plus meilleur et beaucoup plus plausible avec une intelligence artificielle. Cette solution-là tomberait bien, surtout que nous sommes dans un contexte où la lutte contre la fraude est sur toutes les bouches. Mais Rachil, une autre question, puisqu'on parle du Congo, on parlait aussi de fraude. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions au Congo développées par des Congolais basées sur l'intelligence artificielle? À ce que je sache, par ma connaissance, d'ailleurs, s'il en existe, on aimerait bien que ces Congolais viennent vers nous pour qu'on puisse en parler. Mais à ma connaissance, il n'en existe pas encore. Du coup, le secteur d'intelligence artificielle au Congo et dans toute l'Afrique reste un secteur à développer et à promouvoir. Il y a énormément de choses à faire et pas seulement pour les développeurs ou les informaticiens, même les personnes qui sont désireuses de s'y lancer et de faire parler de l'intelligence artificielle parce que c'est le prochain avènement, c'est le prochain Internet.
Alors, Agile vient de le confirmer. Au Congo, on ne fait pas encore recours à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous devez être sûr que Agile est bel et bien avec moi sur ce plateau. Ce n'est pas un deepfake. Et on va le retrouver dans un instant dans la chronique Découverte. Supposons que ce numéro de TechMag ne marche pas comme les deux premiers et le groupe Vox décide de nous mettre à la porte. Enfin, je ne le souhaite pas, c'est un scénario. Et à ce moment-là, je me retrouve sur le marché de l'emploi à la recherche d'un nouveau job. Il y a plein d'entreprises au Congo. On ignore à ce moment-là lesquelles sont en train de recruter en ce moment. Agile, dans ce cas précis, quelle peut être la solution? Alors, heureusement pour nous, il existe une application qui s'appelle Sala, une application de chez nous comme toujours. Alors, c'est une application conçue par un consortium de jeunes développeurs congolais, Ndende Lab. Le but de l'application est justement de mettre en connexion les jeunes en recherche d'emploi, que nous deviendrons peut-être ou pas, et le monde de l'emploi, donc toutes les personnes désireuses de poster ou de partager des emplois, ou toutes les personnes désireuses de chercher de l'emploi peuvent aller sur cette application. Ils ont un flux des différentes actualités. Là, je peux voir une offre d'emploi qui vient de tomber, qui expire dans 4 heures, et je vois une autre offre d'emploi qui expire dans 5 heures. L'application ne se limite pas qu'à publier ou à partager des offres d'emploi. Il existe également une section tutoriel et qui est encore en cours de développement. Il existe pléthore de possibilités pour permettre aux jeunes de s'édifier sur tout ce qui considère l'emploi. L'application tourne sur le système Android et elle est accessible sur la Play Store depuis peu. Et j'ai également pu voir tout à l'heure que l'application compte déjà plus de 1000 utilisateurs. Rachel, on va parler de toute autre chose à présent. Game of Thrones, la série, c'est déjà terminé à la télévision, mais la saga continue à travers d'autres types de supports. En attendant les 2 derniers romans de George Martin pour clôturer la saga littéraire, les fans de la série culte pourront patienter avec un jeu. Lequel est-ce? Alors, le jeu vidéo, c'est Game of Thrones au-delà du mur. Donc, c'est un appel à tous les fans et à toutes les personnes curieuses qui veulent bien découvrir le jeu vidéo et l'environnement ou l'univers Game of Thrones. Alors, le jeu vidéo sera libre d'utilisation sur iOS et Android d'ici septembre. Et le jeu tourne un peu autour de chacun des personnages que nous connaissons déjà, à savoir Jaime Lannister ou Daenerys Targaryen ou Jon Snow et tous les personnages autour du jeu vidéo. Alors merci Ragil, mais il y a également un film qui est inspiré d'un roman rédigé par J.K. Rowling. Alors Ragil, ce film Harry Potter a désormais son jeu mobile et il est disponible et il a été développé par les concepteurs de l'application Pokémon Go. Ragil, peux-tu nous apporter plus de détails? Alors, estime, le jeu vidéo s'appelle Hogwarts Mystery. C'est un jeu vidéo qui retrace un peu l'histoire d'Harry Potter et elle se déroule dans les années 80. Donc, spécifiquement pour les fans de l'histoire d'Harry Potter, elle se déroule au moment où Harry Potter, le personnage principal, a vaincu Voldemort. Donc, c'est entre cette période et les périodes à venir. L'avantage avec ce jeu vidéo, c'est qu'aujourd'hui, avec ce jeu vidéo, on peut faire un choix scénarique, en fait. On peut choisir comment l'histoire va se dérouler et comment on peut y arriver. Donc, c'est une sorte de réécriture d'histoire et c'est très bien pour les fans parce qu'on est resté sur notre fin avec la fin de la saga. Le jeu vidéo est disponible sur tablette Android et sur smartphone Android et accessible déjà en ligne pour tous les utilisateurs. Est-ce qu'il est gratuit ce jeu? Bien sûr qu'il est gratuit. Alors, merci Ragil parce qu'on ferme déjà le chapitre gaming, mais la rubrique découverte se poursuit. On va aller cette fois-ci à la découverte d'une start-up locale qui veut intéresser les jeunes au métier de l'aviation. Le nom, c'est Sim Aerospace. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? C'est à découvrir tout de suite. La République du Congo n'est pas connue comme une référence dans le domaine de l'aviation. Et cette réalité n'est pas du goût de Franck Pepa et Ili Tongania. Tous deux âgés d'une trentaine d'années, ces jeunes pilotes professionnels se sont résolus à créer Sim Aerospace, une start-up nourrie d'une noble ambition, celle de rendre plus accessibles les métiers de l'aviation et susciter des vocations de pilotes. Et nous avons eu l'idée de monter cette start-up pour pouvoir donner aux gens l'opportunité, surtout de commencer à croire que l'aviation, ce n'est pas une utopie. C'est possible vraiment qu'on puisse commencer à faire développer cette culture de l'aviation et le faire à bas prix à base d'un simulateur de vol. Bien que nous n'ayons pas les moyens de les commander, donc on s'est dit qu'il était possible de les concevoir sur place ici avec le peu de moyens qu'on peut avoir, essayer de faire quelque chose d'assez professionnel pour partager notre expérience de vol à des gens beaucoup plus jeunes ou à des gens qui rêvent de devenir pilote. Ici, nous sommes à Brazzaville, en plein cœur du lycée technique industriel 1er mai. C'est à cet endroit précis que prend forme le projet d'un simulateur de vol dont le cockpit se veut être identique à celui d'un Beechcraft 1900, un avion de transport à turbopropulseur. C'est avec un matériel essentiellement recyclé que ces hommes s'activent à mettre sur pied la cellule qui va abriter le simulateur. Pièces détachées de voitures, plaques de mousse par-ci, morceaux de bois et de fer par-là,
Tous ces matériaux sont destinés à un usage bien défini. Et en tant que technicien, on est là pour terminer le simulateur, donc finir le cockpit, finir la cabine passager. Moi-même, personnellement, je suis dans les travaux de fabrication, de conception. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un Congolais aussi qui était dans un projet de fabrication, ça m'a motivé à venir aussi donner un peu mon savoir dans le projet. L'initiative de Sim Aerospace bénéficie aussi de l'appui des élèves du lycée technique qui y voient une occasion de mettre en pratique les enseignements qu'ils reçoivent, car le projet a également une grande dimension technique. Une fois terminé, le cockpit abritera divers composants minutieusement programmés. Il s'agit entre autres des écrans LED qui reproduisent l'interface des instruments de bord comme l'altimètre, l'anémomètre ou le variomètre. Le panneau de commande fabriqué avec du bois intègre des interrupteurs conventionnels afin de se rapprocher au plus près de la réalité. L'architecture logicielle a, elle aussi, été mise en place de manière à garantir une expérience de vol réaliste. Par exemple, il sera possible pour les personnes à bord d'écouter le son du moteur et ressentir les vibrations comme dans un vrai vol. En plus de cela, le système de projection prévu sera en mesure de représenter le jour, la nuit, l'aube et le crépuscule. Il rendra également possible la modification des conditions météorologiques. Outre ce simulateur, Sim Aerospace avait déjà réalisé un premier, similaire à un cockpit du Cessna 172. Celui-ci est placé au sein de l'aéroport de Brazzaville où il sert comme un outil de loisir et de formation accessible à tous. Erika, une jeune passionnée de l'aviation qui rêve de devenir pilote, développe ses connaissances grâce à ce simulateur. Bien avant que j'arrive à Sim Aerospace, tellement passionné de l'aviation, j'avais des recherches que je faisais moi-même, chez moi à la maison. Je me disais que je connaissais beaucoup de l'aviation à cette époque-là quand je faisais mes recherches, mais depuis que je suis arrivée à Sim Aerospace, j'ai compris que en fait, j'avais vraiment un niveau zéro. Et à Sim Aerospace, j'ai appris tellement beaucoup de choses que je peux même deux fois converser comme ça avec des pilotes professionnels. Lancé en 2016, Sim Aerospace tient l'air uniquement grâce à la passion et la détermination sans faille de ses fondateurs. La start-up recherche des financements publics ou privés pour prendre son envol sans plus jamais battre de l'aile. Atterrissage en douceur dans le studio de Vox TV. Vous l'avez compris, c'est la fin de TechMag. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.